je vais commencer tout simplement par me présenter. On va lancer ce webinaire. Il est enregistré. Vous pouvez le regarder replay. Vous avez mes coordonnées en haut à gauche si vous souhaitez qu'on discute derrière. Vous allez vite vous rendre compte que je suis un passionné du recrutement et j'adore partager. Donc, je vais, parlant de partager mon écran pour que vous puissiez tout simplement le voir. Voilà. Donc, vous n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Je vais vous parler de justement comment trier efficacement les candidatures en 3 étapes. Et derrière, on échangera et je tenterai de répondre justement et pourquoi pas créer un mini-débat là-dessus. En préambule, je m'appelle Sébastiano. Je suis donc le cofondateur de Me and My Boss. Papa de 3 enfants, j'adore le rugby. Et je suis un passionné du recrutement et on a co-développé avec Catel un réseau de recruteurs qui utilise un nouveau concept de recrutement qui s'appelle Question de Job, Question to Job, qui permet justement via un aspect conversationnel, pour faire rapide, on joue à l'entreprise mystère, on cache votre identité et on propose aux candidats de jouer à un petit jeu, on leur pose une question et en échange de leurs réponses, on leur donne des indices sur l'entreprise qu'ils recrutent. Et au bout de 5 étapes, ils découvrent l'identité et doivent nous dire s'ils ont envie d'aller plus loin. Donc, anciennement, nous sommes un cabinet de recrutement traditionnel. On a digitalisé l'ensemble du process. Et aujourd'hui, voilà, on a des recruteurs un peu partout. En France, on s'éclate. Et notre objectif est de mettre fin à la lettre de motivation. Et voilà, j'en dirai pas plus. Si vous voulez, vous avez mes coordonnées et je me ferai une joie d'en discuter avec vous. Alors, attaquons dans le vif du sujet, le tri des candidatures. Déjà en préambule, avant d'aller plus loin, qu'on soit bien d'accord, il y a 2 types de postes quand on est recruteur. Les postes, c'est le langage des chargés de recrutement, des consultants en recrutement, des RH. Ce sont les postes dits pénuriques et non pénuriques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains postes, les développeurs full stack, par exemple, sur certains langages aussi, peuvent être très compliqués. C'est ce qu'on appelle les postes pénuriques. Des personnes qui, chefs de chantier ou automaticiens, sont dits des postes pénuriques. Donc, on ne va forcément pas aller là-dessus parce qu'on n'a pas besoin de trier des candidatures, tellement il y en a peu sur le marché qu'on va se faire une joie d'avoir ce type de profil et de pouvoir discuter. Dernièrement, un ingénieur back-end, par exemple, qu'on a recherché sur Lyon, c'est des postes pénuriques. À l'inverse, les postes non pénuriques sont tous les postes où quand vous mettez une annonce, une offre d'emploi, forcément, vous avez une pluie de CV. Ça peut être dans la communication, par exemple, les chargés de communication, directeurs de communication, responsables de la communication. Ça peut être aussi les directeurs financiers, RAF, responsables administratifs et financiers, pardon. Ça peut être les postes d'assistanat administratif, assistanat de direction. Ça peut être, que ce soit cadre ou non cadre, il y a les RH, DRH aussi, RRH. Vous avez énormément de profils et l'intérêt est d'arriver à trier tout ça. Donc, ce que je vous propose, ça va être une méthodologie assez simple, justement pour les personnes qui n'ont pas d'ATS, qui n'ont pas c'est comment arriver à ne pas avoir une interprétation des biais, justement, sur ces tris de CV. Pourquoi? Puisque, petite anecdote au passage, j'avais présenté il y a quelques années, quand j'avais mon cabinet de recrutement assez classique, un CV, ça m'agaçait. Un CV, par exemple, d'une personne, je vais citer le nom de chez Xerox, un commercial, et j'avais eu 2 avis complètement différents, 2 chefs d'entreprise qui, en regardant les CV, il y en a un qui adorait Xerox, et disait waouh, ça c'est un super profil, il est passé chez Xerox, il a toutes les techniques, je veux dire, de vente, il sait faire. Et l'autre qui avait l'impression de s'être fait avoir avait totalement un avis inverse. Donc je me retrouvais avec un candidat qui avait justement des biais derrière, des interprétations à partir de ce qu'il avait vécu. D'accord? Donc, on va éviter tout ça. Juste, Freddy, pour répondre rapidement à la question, l'ATS, c'est un outil de gestion des candidatures, des recrutements. C'est un marché voilà, où il y a beaucoup d'acteurs qui proposent aux entreprises d'avoir leur propre logiciel de gestion des recrutements. Les biais, quand on va interpréter les CV, c'est le biais, rapidement, il y en a une dizaine, une quinzaine, mais déjà l'appartenance, de se reconnaître.
dans la personne. Ça peut être l'école qu'on a fait, si on a fait, je ne sais pas, une école de commerce ou une école d'ingénieur, ça je le vois beaucoup, avec des dirigeants. Ah, il a fait la même école que moi, donc tout de suite, c'est un biais. La rassurance des données, c'est-à-dire qu'on se fait une interprétation et la personne met des chiffres dans son CV et on s'auto-persuade que oui, oui, c'est un bon choix dans son jugement premier. La comparaison successive, ça, j'appelle ça simplement que vous avez eu un CV, vous avez eu l'impression qu'il n'était pas forcément super ou qu'il ne correspondait pas, et celui d'après vient derrière en comparaison successive. Ah, ben celui-là est beaucoup mieux. Et ainsi de suite. Je ne vais pas dire que c'est le dernier qui est le meilleur, mais on retrouve ça aussi sur les entretiens de recrutement. C'est la même chose. La dernière personne qui passe vous dit « Ah, ce sont des biais qu'il faut arriver à corriger. » Et le biais de confirmation, c'est-à-dire qu'en fait, on se fait un jugement automatique. Ça aussi, je le vois et des fois, j'hallucine, hein, c'est le terme, sur du précodage. Oh, il a fait ci, il a fait ça, ou elle a fait ci, elle a fait ça, ça veut dire ça, et on va chercher les confirmations dans le CV. Ah, ouais, je l'avais dit, elle a fait que 6 mois dans cette entreprise parce que, bah oui, forcément, ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils proposent, et tatati, et tatata. Donc, tous ces biais-là, on va essayer de ne pas, justement, rentrer dedans. J'ai marqué aussi les réseaux sociaux, parce que forcément, on va googliser très rapidement le profil, et on va se faire des idées, on va se faire des interprétations. Et le but, quand même, la tentation, ce sont les précodages, les raccourcis rapides, cette influence, c'est-à-dire que je peux voir des personnes des chefs d'entreprise qui ne sont pas forcément formés au recrutement, qui vont imprimer tous les CV et avec un crayon, un par un, vous regardez, tac, 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 vont se faire des interprétations, précodages, et ils font des piles. Voilà. Et ce qui serait génial, c'est qu'on ait du factuel, du concret, des choses qui fassent qu'à un moment donné, ce tri des candidatures, que ce soit Benjamin, que ce soit Brigitte, que ce soit Sébastien, on ait vraiment le même avis, c'est-à-dire équitable, non discriminant, faire ressortir les meilleurs profils et obtenir le même résultat. Ça, c'est pas facile. Je prends par exemple des domaines dans la franchise, les franchiseurs. Avec notre outil, on capte des entrepreneurs qui cherchent des concepts pour entreprendre, donc pour des franchises. Et puis, quand on présente ces futurs franchisés aux opérationnels, chacun a son interprétation. Sauf quand en interne, ils ont fait un travail justement de tri des candidatures sur des choses très factuelles. Donc, ce que je vous propose de manière très simple, ça va être de prendre des éléments pour que la présélection soit justifiable. Encore une fois, on va partir, tous les RH qui sont ici présents, le fameux savoir-faire, on connaît ça par cœur, ce seront les compétences. De vous à moi, on va en parler après du savoir-être, de la personnalité, mais on va déjà faire un tri par les compétences, de ce qu'on peut percevoir sur le CV. Et là, pareil, pour être capable de lister et de voir le savoir-faire, il va falloir se projeter dans du concret. J'aime bien faire ça parce que ça permet, je vais prendre un exemple, sur un poste voilà, d'assistant commercial. J'aurais pu prendre ingénieur méthode, j'aurais pu prendre directeur financier, j'aurais pu prendre n'importe quel type de poste. Mais en fait, on va projeter sur une journée type. La personne arrive le lundi. Qu'est-ce qu'elle fait à 9 h? Qu'est-ce qu'elle fait à 10 h? Qu'est-ce qu'elle fait ensuite? On va lister. Là, j'ai pris par exemple l'assistant commercial. 9 h, elle va check les mails, elle va répondre aux demandes d'information, ainsi de suite, ainsi de suite. Chaque micro-tâche va demander un savoir-faire qu'on va lister en face. Utilisation de l'outil informatique, Microsoft PowerPoint, enfin, énormément de choses. Et on va tout lister en détail. Donc, si vous êtes dans une entreprise PME, grand groupe, hein, ben c'est le manager qui va devoir faire ça. Et c'est un exercice qui est assez sympathique parce que ça l'oblige à se projeter sur les missions et ce que va faire la personne aussi. Parce que souvent, on dit, tiens, j'ai besoin d'un chargé de com pour la com. Mais derrière, ce n'est pas projeté dans le pourquoi du comment. Est-ce que c'est pour faire de l'inbound marketing? Est-ce que c'est pour générer justement de la notoriété? Est-ce que c'est pour faire des campagnes? Est-ce que c'est pourquoi? Et donc, à partir de là, on va imaginer et on va checker. Voilà, mais vraiment micro-tâche par micro-tâche. Si les semaines se suivent et ne se ressemblent pas, on essaie quand même d'avoir des journées types. Je prends les commerciaux qui font des tournées.
sur un mois, on sait que le lundi matin, ils sont en administratif et le vendredi après-midi en administratif. Ils se prévoient des tournées et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est capacité à téléphoner, capacité à gérer ses rendez-vous, à capacité de rédaction, enfin des comptes rendus sur du CRM. Donc, il y a la partie digitale qu'on retrouve de plus en plus présente aujourd'hui. On va lister tout ça. Forcément, les principales erreurs de recrutement que l'on peut percevoir, c'est quand on recrute des gens qui ont les compétences, mais qui n'ont pas forcément la personnalité, ce qu'on appelle dans le langage RH le savoir-être. Souvent, c'est une problématique et aujourd'hui, on est en plein boom là-dessus. Donc, chacun y va de sa manière de voir les choses, mais on a tendance à recruter des gens sur leurs compétences. Il sait faire ci, il sait faire ça. Et puis, quand il rentre dans l'entreprise, eh bien, la personnalité ne colle pas soit à l'équipe, soit aux valeurs de l'entreprise, soit au fameux why, quand les entreprises ont travaillé leur sens. Et donc, du coup, ça fait un échec. Un échec. Et dans beaucoup de TPE, PME, de dirigeants qui n'ont pas de recruteurs en interne, qui recrutent par eux-mêmes, eh bien, souvent, ils recrutent pour les compétences et s'accommodent de la personnalité. Et généralement, ça crée des couacs et malheureusement des erreurs de recrutement. Donc là, pareil, il va falloir être capable de plonger la personne dans son environnement. Je vous ai fait un schéma. Voilà. Donc, c'est de dire, cette personne-là, elle est où? Le ou la candidate, toujours sur ce poste d'assistanat, elle est par exemple en connexion avec le PDG. Alors, comment est mon PDG? Est-ce que c'est quelqu'un qui est, pour ceux qui font tout ce qui est profil 10 dans les couleurs, qui est un rouge, un pilote, donc il faut être capable de gérer ce stress, parce que c'est quelqu'un qui veut tout de suite, là, c'est maintenant, demain, dans l'anticipation, parce qu'il faut prévoir, donc je suis sur un poste d'assistanat et il va en déplacement, et il préfère avoir tous ses dossiers déjà prêts. Être à l'écoute, parce que c'est quelqu'un qui va communiquer dans les couloirs. Donc on va lister en fait l'environnement proche. Est-ce que cette personne, donc c'est un poste d'assistanat commercial, va être en relation avec les commerciaux? Comment sont les commerciaux? Moi, en tant que manager ou RH, je sais qu'il faut de la pédagogie pour leur parler, de la rigueur, parce que c'est une population, je pars dans les stéréotypes, vous ne voulez pas, qui va avoir tendance à ne pas être forcément rigoureuse. Il faut être organisé pour récupérer des données, capacité réactionnelle, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et on va regarder en fait les connexions possibles. Est-ce que cette personne est en connexion avec les clients? Comment sont nos clients? Et il faut de l'empathie, fibre commerciale, et les tâches du poste, de la polyvalence. Et de là, on va retirer des traits de personnalité et on va, si demain vous faites les entretiens en face à face, moi j'aime bien les noter dans une feuille en haut à droite pour toujours les garder sous les yeux. Et au fur et à mesure qu'on mène l'entretien, on peut voir justement si ça check au niveau de la personnalité et du savoir-être. Donc, pareil, de manière très basique, on va lister l'environnement autour et on va lister les personnalités. Je continue. On évite les biais, on fait un listing de tous les savoir-faire, tous les savoir-être. Et derrière, je vais vous proposer encore une fois, c'est une solution de tri des candidatures ultra simple, accessible à tout le monde, avec un simple tableau Excel. Derrière, dans mon tableau, je rappelle que dans le recrutement, on n'a pas le droit de mettre de notes. C'est discriminant. Et je me souviens de mon époque de début des années 2000 chez Manpower, quand on a ouvert les cabinets de recrutement à l'époque. Justement, il y avait cette tentation de mettre des notes. Donc, on va plutôt chercher à vérifier si on détecte cette personnalité, ce savoir-faire ou ce savoir-être chez la personne. Difficile d'avoir du savoir-être sur un simple CV, je vous l'accorde, mais si on voit une personne qui est inscrite dans une association, dans les loisirs, on va émettre justement des suppositions. Oui, on en est sûr, ça apparaît dans le CV. Non, on en est sûr, ça n'apparaît pas dans le CV. Je dis n'importe quoi. Gestion d'un logiciel spécial dans l'immobilier 3D. Non. Et quand on ne sait pas, on met AV à vérifier. C'est ce système binaire tout simple, vous allez voir. On va dessus. Je regarde mon timing parce qu'on est ensemble. Voilà. Il faut que je fasse maximum 30 minutes pour pouvoir échanger avec vous ensuite. On va se créer un tableau Excel où en haut, on va mettre les critères qu'on a. Vous vous souvenez, savoir-faire, tous les points, savoir-être,
et ainsi de suite. Et sur la gauche, tous les candidats. Et dans ces cases bleues du milieu, on va mettre un code binaire, 1, 0, donc OK, pas OK, à vérifier. Et ça va nous faire ressortir, vous allez voir, de manière monumentale, sur des critères assez fiables, les candidatures qui correspondent à la personne qu'on recherche. Je prends un autre exemple. J'ai vraiment mis des critères informatiques, accueil, rédaction, gestion du stress, commercial, empathie, totale. Gestion du stress, l'empathie, c'est compliqué à voir sur un CV, on est bien d'accord. Donc, soit vous avez mis en place des systèmes pour la personne puisse s'exprimer, soit vous mettez à vérifier, soit vous déduisez d'un poste d'une entreprise si une personne est chez un concurrent qui a un fort turnover, par exemple, et elle est restée plus de 6 mois, vous dites, waouh, là, il y a une gestion du stress qui doit être importante. Je prends un exemple, hein, mais vous allez en tout cas, parmi les candidats, voir ressortir 3, 4, 5 candidats de manière assez forte. Et le but, c'est que une fois que vous avez fait justement toute cette liste de savoir-faire et savoir-être, hein, et vous pouvez le faire en intelligence collective, hein, ça peut être l'objet d'un atelier, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça fait participer tous les managers et les personnes pendant 1 heure, par exemple, avec des ateliers post-it. Eh bien, normalement, n'importe qui va trier les CV devrait avoir le même résultat. Et on a fait des tests. Je vous assure que c'est assez bluffant de voir justement les profils qui ressortent. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez voir sur la case totale des chiffres qui vont ressortir des 5, 6, 10. Plus vous avez de critères, forcément, plus ça va monter. Et vous allez pouvoir vous concentrer quand vous avez 100, 200, 300 candidatures sur les personnes qui, justement, répondent au mieux. C'est pourquoi j'en profite de faire une petite parenthèse, puisque je sais qu'il y a des candidats qui sont là ou des personnes en recherche d'emploi. C'est pour ça qu'il est important quand vous donnez votre CV, non seulement de mettre des mots-clés, alors je ne parle pas pour les algorithmes ou les robots qui trient les CV parce que je suis contre, mais c'est comme ça, il faut jouer le jeu. C'est des nouvelles règles du jeu qui sont là depuis quelques années, mais des mots-clés et des chiffres. Mettez des chiffres pour rendre compréhensif votre CV. Je m'explique, si vous marquez poste d'assistanat commercial, j'ai géré des commerciaux sur une zone sur la France, ça veut tout dire et rien dire et c'est sujet à l'interprétation et au biais justement d'interprétation. Par contre, si vous dites j'étais l'assistant commercial de 3 commerciaux qui généraient chacun un chiffre d'affaires de 1 million d'euros mensuel qui demandait dans l'immobilier du passage notaire par exemple, tout de suite, on va s'imaginer toutes les tâches que vous avez gérées et l'interprétation sera moindre et on va tout de suite, via un système de tri, être capable de se dire, tiens, cette personne a des capacités de ci, de ça, de gestion financière, de gestion de rédaction, etc., etc. Accueil téléphonique, voilà. Mais c'est transposable sur des tableaux financiers, sur de la communication, sur de l'inbound marketing. J'ai été chargé de communication dans telle société. Mettez des chiffres, campagne de 5 e-books mensuels, couplage avec HubSpot, tant de leads quotidiens redispatchés sur les forces commerciales et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà ce tableau déjà basique, ce n'est pas péjoratif, mais qui est possible pour tout le monde avec un simple tableau Excel. Conclusion, et après je vais vous parler de petits bonus et on va échanger tous ensemble. Le tri peut paraître chronophage. Je pense que je parle à des personnes qui sont là aussi parce qu'elles trouvent ça chronophage, que ça prend beaucoup de temps. Ne laissez pas de place aux interrogations, c'est-à-dire que souvent, je vois des dirigeants, encore une fois, de TPE-PME qui n'ont pas de RH en interne ou de recruteurs et qui font des interprétations. Et je leur dis, mais attendez, bougez pas, on va juste appeler pour vérifier. Puisque des fois, on passe à côté de certaines personnes juste parce qu'on n'a pas appelé. Et ça peut prendre 30 secondes pour vérifier ça ou ça. Juste, on évite les interprétations. Et rester factuel, c'est vraiment ce qui nous anime aussi sur le type de poste. Parce qu'encore une fois, un poste disponible, c'est une personne qui va venir, qui a tout simplement, de manière très humaine, des envies d'intégrer une entreprise et forcément que ça soit une réussite, et l'entreprise aussi. Et donc, si on évite tous les biais et qu'on reste factuel, derrière, ça ne peut être qu'une réussite et c'est ce qui n'est pas forcément facile. Je vous propose de vous partager, avant de passer aux échanges ensemble. On a, par exemple, et je vous ferai suivre si vous le souhaitez sans aucun problème,
ce qu'on appelle un job description canvas. C'est quoi? C'est issu quelque chose qu'on s'est fait chez Me and My Boss, de rendre un visuel pour les ateliers post-it, par exemple, sur justement le tri des candidatures. Ça reprend des éléments très factuels, c'est-à-dire que si vous partez de la droite, mission et pourcentage du temps, vous allez marquer tout simplement les tâches de la personne le lundi à 9 h ou ainsi de suite, enfin toutes les micro-tâches. Sur la droite, vous allez partir sur le savoir-faire et le savoir-faire expertise, puisque dans le savoir-faire, il y a des choses quotidiennes et puis il y a des savoir-faire qui sont obligatoires. C'est-à-dire que si la personne n'a pas ça, on ne va pas pouvoir tout simplement la recruter. Donc, on va distinguer le savoir-faire général et le savoir-faire expertise. Donc, le savoir-faire, quelque part, ce sont des plus, et puis les savoir-faire obligatoires. Une fois qu'on a rempli la partie de droite, sur la partie compétences, au centre, on va avoir le titre du poste, le lieu. En dessous, les personnes et services avec qui la personne sera en contact. Et on va annoter des mots. Pareil, si vous faites des ateliers au post-it, les nombres de personnes, elles sont plutôt comme ci, comme ça. Et on va mettre justement la personnalité. Et la personne qui est au-dessus, son responsable hiérarchique, pareil en termes de personnalité. Donc ça, c'est le centre. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on passe sur l'autre côté, le côté gauche, le savoir-être. Eh bien, tout simplement, on va en sortir, extraire de son responsable hiérarchique et de l'environnement en bas tous les savoir-être, l'aspect personnalité. Et on va aller continuer, nous, sur la gauche, avec les valeurs compatibles dans la société, dans l'entreprise. Donc, vous avez tous sûrement travaillé vos valeurs, à savoir, chez Me and My Boss, par exemple, c'est l'humain, c'est-à-dire qu'on a digitalisé le process, mais on garde l'humain à chaque étape pour justement ne pas se retrouver derrière un écran uniquement. On a comme valeur le partage, on a comme valeur l'innovation, la transparence. Et donc, à partir de là, ces valeurs-là, je vais les noter. Et à chaque fois qu'on a un entrepreneur qui veut rejoindre le réseau Me and My Boss, on va regarder si on est valeur compatible ou pas. C'est-à-dire humainement parlant, on va poser des questions et on va voir justement si la personne est dans le partage. Si elle vient de voir Me and My Boss et qu'elle nous dit tiens, j'ai vu qu'à Strasbourg, il y avait une place disponible, je veux ma zone à moi tout seul dans mon coin, on n'est déjà pas dans du partage. Et donc, elle ne sera pas valeur compatible. Et donc ça, c'est très, très, très important parce que c'est la principale source d'échec de tous les recrutements. Et ensuite, en bas, on a mis une place secteur. Alors, évolution possible juste avant et moyens de mise à disposition. Ce sont des petites choses pour se rappeler. C'est la phase séduction. Je vous rappelle qu'on est dans la guerre des talents aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans je suis le patron, le boss, et c'est moi qui recrute, et c'est moi, candidat, qui te dit si je te donnerai une réponse ou pas. Non, non, non. On est aujourd'hui sur un même pied d'égalité, voire sur certains secteurs, c'est le candidat qui a la main, qui choisit. Donc, on est aussi dans une phase séduction. Et donc, on va regarder les évolutions possibles. Qu'est-ce qu'on va lui apporter? C'est quoi notre valeur ajoutée, justement, vis-à-vis d'un candidat? Je prends par exemple les experts comptables. Ils ont tendance à se piquer tous les comptables les uns les autres. Et puis, derrière, certains ont compris, on se dit oui, mais nous, qu'est-ce qu'on va leur apporter en plus par rapport à nos concurrents? Cette fameuse valeur ajoutée. Eh bien, on va se noter ça. Les secteurs d'activité où vous pouvez trouver ce type de profil que vous recherchez, c'est-à-dire que je prends l'exemple des camping-cars, les commerciaux, j'ai découvert qu'on pouvait, les commerciaux dans le domaine de la voile, par exemple, le nautisme, avaient les mêmes contraintes ou les mêmes réflexes techniques. Donc, c'est un secteur d'activité qui est connexe. Et vous avez aussi des métiers connexes où vous pouvez aller chercher des profils sur certains postes. Et ensuite, date idéale d'embauche, ce type de contrat, c'est le côté administratif, on va dire. Et sur la droite en bas, le salaire proposé, ça peut vous donner des indications. En tant que recruteur, forcément, on va regarder un salaire à Strasbourg, à Brest, je prends les opposés exprès, à Toulouse ou à Paris, ne seront pas forcément les mêmes pour des incidences de coût de vie, de marché. Voilà, on a aujourd'hui, avec la pandémie, beaucoup de cadres dirigeants qui viennent en province et il y a des différences. Bon, ils en sont conscients, mais il y a des différences quand même assez fortes sur certains postes. Et donc, il faut être capable de discuter et de le voir et d'être au courant du salaire du marché. Donc, c'est toujours bien de se marquer ça sur cette Job Description Canvas qui permet, avec un simple visuel, et non pas un truc en 3-4 pages, d'avoir des mots-clés. Et quand vous avez un manager derrière qui fait passer l'entretien, de toujours avoir ce visuel sous les yeux. Voilà. Je parle beaucoup, je vous l'avais dit, je suis plutôt passionné.
On va échanger sur les questions. Alors, je vais répondre à une première question. Alors, je vais arrêter le partage. Hop. Première question de Régis. Sur la vraie valeur ajoutée des tests de personnalité. En effet, dans les tests de personnalité, c'est plus, je vais parler, Sébastien, c'est pour nous un outil d'aide à la décision, c'est-à-dire que les tests de personnalité ne sont pas valables à 100%. Ils ont quand même c'est fait par, il faut regarder le panel derrière sur le prestataire avec quel est son panel, à combien de candidats il a fait passer ces tests-là pour voir en fait tout simplement la fiabilité des données. Puisqu'un test de personnalité, il ne faut pas oublier que c'est une comparaison par rapport à autrui, donc par rapport aux autres. Et à partir de là, ça va nous donner des indications assez fortes, puisqu'en tant que recruteur, on aime bien regarder les pics et les creux qui font votre personnalité et votre différence avec les autres. Et donc, c'est plus, nous, un outil de management, c'est de dire, attention, cette personne-là est extrêmement intéressante, elle correspond en termes de valeur et de personnalité. C'est une personne, par exemple, qui aime bien travailler en autonomie, donc ne soyez pas trop sur son dos. Ce sont plus des conseils pour que justement ce qu'on appelle l'onboarding, l'embauche en fait du candidat dans l'entreprise soit une réussite et que derrière justement il n'y ait pas d'incompréhension ou de problématique. Les candidats agressifs, je reviens sur le test de psycho dans le recrutement. Très bien pour le job description canvas, je vous ferai suivre là-dessus. N'hésitez pas, alors hop, je regarde parce que j'ai à la fois dans discussion et dans les questions. Pensez-vous que les tests de type calcul, tests de logique et ça sont utiles? Alors, pareil, encore une fois, je vais parler juste Sébastiano, parce que je ne suis pas psychologue. Mais les tests psychotechniques, entre autres, je me suis... en fait, quand on est étudiant et qu'on sort de ces études et qu'on fait les tests psychotechniques, on a cet entraînement intellectuel à comparer des dominos, des cartes ou avoir des raisonnements extrêmement logiques parce on sort de ces études et donc on a des choses. Et donc, quand on va passer ces tests-là, on en sort assez confortablement. Par contre, vous passez les mêmes tests après à 40 ou 50 ans et vous êtes dans votre quotidien. C'est un peu plus compliqué. Non pas que vous êtes moins intelligent, mais cette gymnastique, vous l'avez un peu perdue. Je me souviens pour les plus anciens de la fameuse DS avec le jeu, je crois que c'est Cerebral Academy ou quelque chose comme ça, où en fait vous passiez des tests et on marquait votre cerveau à 20 ans, votre cerveau à 30 ans. Et plus on joue et plus on fait des tests de logique et plus son cerveau rajeunit. Et ben, c'est un peu la même chose. Moi, je me suis retrouvé à faire passer des tests psychotechniques à des cadres dirigeants qui, waouh, ça pouvait les vexer, en fait. Alors que c'est simplement qu'ils étaient restés dans leur quotidien depuis des années et qu'ils n'avaient plus cette gymnastique intellectuelle. CV normé ou CV original pour se démarquer. Toujours, tout dépend de votre secteur d'activité. Vous êtes dans la communication, vous avez pu voir l'alternante avec Orange is the New Black qui a fait son CV, dont tout le monde parle, qui a réussi à se démarquer de manière monumentale. Si vous êtes dans la comptabilité, ça sera un peu plus compliqué. Aujourd'hui, les règles du jeu, je parle souvent de règles du jeu, c'est-à-dire que dans le recrutement, dans l'emploi, il y a des règles du jeu que sont, par exemple, les algorithmes. Aujourd'hui, vous avez des robots. On parlait d'ATS en début. ATS, c'est un outil de gestion des recrutements qui sont pourvus de robots qui vont en fait scanner vos CV pour extraire des mots-clés et donner un pourcentage de matching avec l'offre d'emploi. Ceux qui ne le savaient pas, oui, ça peut faire peur, mais c'est comme ça, ce sont les nouvelles règles du jeu. Donc, si on connaît les règles du jeu, on va jouer avec. C'est-à-dire que si je vois que c'est un poste de directeur commercial dans le domaine du bâtiment, je vais créer des mots-clés forts pour que ce robot les aspire et derrière me mette un matching à 90%. Il y a des malins qui ont étudié justement ces robots-là et sont très très forts pour gérer ça. Donc, il faut être capable aujourd'hui de créer limite un CV par opportunité. C'est long, c'est agaçant, c'est chronophage.
Mais aujourd'hui, si on veut justement obtenir des entretiens et passer ces barrages de robots, ben on en est là aujourd'hui. Et justement, chez MyBoss, on lutte contre ça parce que je pense qu'on passe à côté d'énormément de profils intéressants à cause de ça. Les compétences techniques humaines sont évolutives, d'où c'est difficile de les mettre dans les colonnes dans un fichier Excel, malheureusement. Je suis entièrement d'accord. Elles sont forcément évolutives, mais il nous faut à un moment donné, en tant que recruteur, faire un tri quand vous avez… je prends l'exemple d'un dernier poste, un directeur opérationnel de start-up, plus de 150 candidatures. On est obligé de faire des choix. Choisir, c'est renoncer. Ça fait mal au cœur. On parlait au démarrage de dire non à certaines personnes. Et ce n'est pas facile. Je crois que c'est une des choses les plus compliquées à faire, mais c'est comme ça. Et donc, c'est compliqué. Comment évaluer la motivation du candidat ? Alors, très, très bonne question. Nous, on l'a fait par un parcours de découverte, donc on peut, avec notre produit, évaluer la motivation. C'est ce qu'on voulait, justement, parce qu'on trouve qu'avec le CV et la lettre de motivation, est-ce que vous savez qu'à Rennes, il y a un petit jeune qui fait son business à 30 € la lettre de motivation. Parce que les lettres de motivation, on les demande encore, enfin certains les demandent encore, lettre de motivation. Envoyez votre CV plus lettre de motivation à contact@. Et donc, on pense qu'on peut évaluer la motivation du candidat. Je pense que la motivation, on va la sentir à travers un entretien, en visio forcément, ou en face à face, et par rapport aux recherches que la personne a pu faire sur l'entreprise, à l'engouement qu'elle va y mettre, au suivi qu'elle va faire sur le poste. Ce sont des ressentis qu'on peut avoir. Voilà, je ne peux pas dire mieux là-dessus, mais sur un simple CV et lettre de motivation, c'est compliqué de détecter la motivation, si ce n'est les relances derrière qu'il peut y avoir. Je continue. N'hésitez pas à interagir. Je n'ai pas la vérité vraie, je vous parle plus de vécu. Job description, les CV se ressemblent de plus en plus dans la forme. Comment trouver des éléments factuels sur une candidature ? Tout à fait, Joël. En fait, on a une problématique aujourd'hui, c'est que les expériences sont de plus en plus courtes sur les CV. Il y a quelques années, et ça a changé, je trouve ça complètement dingue, il y a quelques années, quelqu'un qui avait des expériences de 1 an ou 2 ans, on cataloguait les personnes, je me souviens, à mes débuts des années 2000, on disait c'est quelqu'un qui est instable. Aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un qui reste 15 ans dans une entreprise, on se dit, est-ce que cette personne va être capable va être réceptive au changement? Donc, on est passé d'un extrême à l'autre, je trouve ça complètement dingue, mais n'empêche qu'on en est là aujourd'hui. Donc, c'est très, très compliqué à partir d'un simple CV, de pouvoir détecter tout ça. Donc, il faut se doter d'outils ou prendre du temps pour pouvoir interroger la personne. Et on va essayer de retirer les éléments factuels d'une candidature. Et certains sont très, très forts pour mettre des chiffres, justement, sur leurs expériences, ce qui nous permet d'avoir des éléments factuels. Ceux qui ne l'ont pas, on risque de passer à côté. Et c'est ça qui est un peu agaçant. Si on hésite entre 2 candidats finaux, ils ont les mêmes compétences et respectent tous les critères requis, comment fait-on pour les départager? Test, conseil, externe, évaluation. Donc ça, ce sont des bons problèmes. Ce sont des choix cornéliens aussi. Et généralement, il faut, dans un recrutement, si on respecte en fait chaque étape, parce que le risque, c'est quoi? C'est de se tromper, mais des 2 côtés, autant pour le candidat que pour l'entreprise. C'est de se tromper. Comment on fait pour ne pas se tromper? Déjà, les recruteurs sont là pour réduire le risque au maximum. Et réduire le risque au maximum, c'est commencer par sourcer, c'est le terme des recruteurs qu'on utilise, notre jargon, le sourcing, c'est-à-dire qu'on va aller capter des personnes qui sont en recherche active, des personnes aussi qui sont en veille pour qu'on puisse avoir un panorama complet du marché. Une fois qu'on a capté ces personnes-là, on va analyser justement leur candidature à condition qu'ils soient ouverts forcément au changement. Une fois qu'on a analysé, on va trier les candidatures. Certaines personnes vont se démarquer. On va les recevoir. C'est une nouvelle étape. Donc, généralement, on fait de l'entretien téléphonique pour vérifier les adéquations, éviter de perdre du temps
sur les prétentions salariales, les disponibilités, et qu'on a bien compris les tenants et les aboutissants, une fois après on les voit en face à face, on peut s'adjoindre justement les services de test de personnalité pour aller corroborer et surtout donner les résultats aux candidats. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous ressemble ou pas? On ne va pas jeter d'interprétation à partir de tests. Une fois qu'on a fait justement ces entretiens, d'ailleurs, on fait les prises de référence avec l'autorisation du candidat, j'insiste bien, c'est obligatoire. Donc, on va demander au candidat, est-ce que vous m'autorisez à appeler? Je vous ferai un retour d'eux. On fait des prises de référence. Et une fois que tout ça est couplé, on va projeter le candidat. Les dirigeants, décideurs, managers, peu importe, les décisionnaires aiment bien faire les plus et j'allais dire les moins, je déteste dire les moins, mais plutôt les axes d'amélioration sur chaque profil. Et à un moment donné, il faut choisir. Choisir, c'est renoncer. C'est ce qui est le plus compliqué. Donc, Pierrick, là-dessus, je ne pourrais pas aller plus loin, mais il faut respecter chaque étape. Un candidat HP, donc je suppose au potentiel, un personnalité Z doit-il mentionner dans son CV comment ces candidats sur le marché du travail. Donc, encore une fois, c'est Sébastien qui parle, je ne suis pas pour le mettre dans son CV. Il y a à la fois des personnes qui sont véritablement zèbres, d'autres qui le pensent, d'autres qui le croient. Je ne vais pas rentrer sur ce débat-là. J'ai vu des posts sur des personnes qui disent si vous êtes zèbre, recrutez que des zèbres. Il se reconnaîtra peut-être. Et il disait arrêtez, recrutez que des zèbres, recrutez pas des rhinocéros, des lions. Tout ça. Je suis pour la diversité parce que je pense qu'avec de la tolérance, de l'envie et de la compatibilité recrutement, qui vont, s'ils ont un profil plus, je vais caricaturer dans le côté plus technique, et ce que je vais dire n'est pas péjoratif, hein, mais technique, ingénieur, et qui d'un coup va avoir une personne qui déborde, qui va dire je vais faire ci, je vais faire ça, waouh, ça peut faire peur. Donc quand on est HP, c'est arriver à canaliser, et ce n'est pas facile, je le sais, ce type justement d'envie. À quel niveau de relance de la part du candidat peut-on considérer qu'il n'est plus désespéré, besoin d'un poste et d'argent d'urgence que motivé? Oui, c'est alors en effet ça peut sur certaines entreprises. Quoique, enfin je réfléchis à voix haute, hein, quoique je ne l'ai pas entendu souvent en disant non mais lui de toute façon il cherche. Il ne faut pas oublier, il cherche parce qu'il arrive à ses fins de droit et qu'il faut absolument qu'il trouve un job, donc il dit oui à tout. Il ne faut pas oublier que l'entreprise, quand elle recrute, elle a un besoin. D'accord? C'est un besoin. Et aujourd'hui, ce besoin est rempli par le recrutement d'un salarié avec un CDI ou un CDD. De plus en plus, on voit des recrutements de personnes qui étaient au départ pour être salariés, mais qui sont freelance. Et donc, le contrat qui relie en fait les personnes sont de plus en plus ouverts. Et c'est surtout pour répondre à un besoin, à une problématique. Donc, oui, vous faites des relances. Il ne faut pas que votre motivation, il ne faut pas faire de relance à l'entreprise en disant si vous pouvez, dépêchez-vous de prendre votre décision parce que moi j'arrive en fin de droit, il faut que je trouve un job. Eux, ils ne cherchent pas, ne pas oublier leur valeur ajoutée, c'est quoi? Ils ont une problématique avec leur CRM, ils ont une problématique de vente, ils ont une problématique de ci, ils n'ont pas une problématique de. C'est pareil, quand vous allez vous présenter, c'est quoi votre motivation? Qu'est-ce que vous recherchez? Si vous dites je recherche un CDI avec une entreprise sympa, où je puisse m'éclater. L'entreprise va dire mais nous, on ne cherche pas quelqu'un qui cherche un CDI, qui cherche à s'éclater. Nous, on cherche quelqu'un qui va gérer notre CRM, qui va gérer notre inbound marketing, qui va gérer. Donc, ne pas oublier que quand on se présente dans sa motivation, on met en avant sa valeur ajoutée. Qu'est-ce que je vais apporter à l'entreprise? Voilà, je recherche une entreprise où je vais pouvoir justement apporter ma connaissance sur tel ou tel domaine et pouvoir participer au développement parce que je connais les CRM par cœur, je connais le marché, j'ai déjà une expérience et je vais vous faire gagner un temps fou. Là, on fait le combo gagnant. Je continue. Très, très bonne question. Je trouve ça excellent. Entreprises ou cabinets ont-ils les mêmes objectifs en triant les CV?
Et Delphine, je réponds sur les zèbres. Entreprise ou cabinet, les objectifs en triant le CV. Les cabinets, ne pas oublier que les cabinets de recrutement, c'est un secteur qui… tout le monde peut ouvrir un cabinet de recrutement. Pourquoi je dis ça? Parce que ça veut dire qu'il y a des gens sérieux et moins sérieux. Et qu'un profil pour un cabinet de recrutement, beaucoup travaillent ce qu'on appelle au succès, c'est-à-dire ils ne facturent des honoraires uniquement s'ils ont trouvé le candidat idéal pour l'entreprise. C'est une déviance qui vient des pays anglo-saxons. On est beaucoup de cabinets à être contre ce système-là. Pourquoi? Parce que du coup, certains recruteurs vont essayer de survendre le poste au candidat. Oui, j'ai trouvé quelque chose pour vous qui est formidable, c'est magnifique, vous allez voir, vous allez vous éclater, la boîte, elle est géniale ici, je vous présente au DRH et ils vont pusher le candidat pour qu'ils disent oui, et puis la rémunération, non mais faites-moi confiance, là vous allez faire un effort de 20% sur votre rémunération, mais vous allez voir, hein, vu le potentiel, et une fois que la personne est recrutée, ils facturent leurs honoraires, je caricature, et ils s'en vont. Donc, ça représente un pourcentage minime, mais il faut savoir que ça existe. Et donc, c'est pour ça que je dis ça. Il y a des cabinets très sérieux qui sont à l'inverse dans des obligations de suivre justement les nouvelles recrues post-embauche pour justement que ça marche pendant la période d'essai, voire ça peut être 2 mois, 4 mois, 8 mois. Donc, dans le tri de CV, certains cabinets qui se travaillent au succès vont faire ça de manière très rapide. S'il y a un profil qui ressort, ils se jettent dessus et vite, je vais envoyer ce profil dans l'entreprise parce que je ne suis payé que s'il recrute. Et à l'inverse des cabinets qui vont mettre plus de temps. Les entreprises ont un travail, elles, en termes d'objectifs de tri de CV aussi, de marque employeur. Si on ne répond pas aux candidats, si on ne leur donne pas de réponse, si on ne fait pas attention, il y a plein d'enjeux avec plein de sites aujourd'hui. On peut laisser des avis et on a une nouvelle génération qui n'hésite pas à balancer des avis sur les entreprises. Voilà un peu. Les zèbres, c'est tout simplement, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous pourrez taper sur Google, les zèbres, ce sont des personnalités dites haut potentiel qui ont un quotient intellectuel assez élevé et qui vont avoir tendance, par exemple, à zapper de tel ou tel, vont partir se lancer à fond dans l'écriture d'un livre et puis après vont réfléchir à un autre sujet. Donc peuvent être catégorisés de manière instable ou pas. C'est des gens passionnants, mais qui peuvent faire peur. Voilà. Enfin, alors je caricature vraiment très grandement, hein, mais je vous invite à regarder sur Google. C'est un sujet qui en ce moment est d'actualité parce qu'on on parle beaucoup de zèbres dans les entreprises. OK. Tac. Je regarde si vous avez encore des questions. Il est 10h45, bien entendu. J'ai vu des personnes qui se déconnectent. Je vous ferai suivre ce support. N'hésitez pas à me demander en contact sur LinkedIn. Je serai ravi encore une fois de partager. Et si vous avez des bonnes pratiques, je suis preneur aussi des outils que vous avez découverts. Forcément, on est aussi en mode de start-up. Donc, on regarde tout ce qui se passe. Et plus on est de fous, mieux c'est. Merci Magali. Merci à tout le monde. Tac. Alors Delphine, c'est quoi le process idéal selon vous? C'est déjà, pour moi, Delphine, c'est d'avoir vraiment de sourcer, de passer une offre d'emploi sur le site idéal. Donc il y en a des centaines, donc il faut choisir le bon. Et ensuite, d'aller capter sur les réseaux sociaux des personnes aussi qui sont en veille, en détournant un peu de la publicité. Si vous voulez, on vous dira, nous, comment on s'y prend là-dessus. Merci à tout le monde, hein, à ceux qui s'en vont. Et puis, une fois qu'on a capté, ça nous permet d'avoir un panorama, parce que des fois, je vois des gens qui disent « Tiens, j'ai rencontré telle personne, je la recrute très bien pour tel poste ». Et ils ont eu un affect positif, ce qui est génial, et ce qui est humain, et ce que je peux comprendre, mais quand on a un besoin en entreprise, c'est bien de voir en fait le marché dans 360, de voir un peu les personnes qui sont présentes, les salaires qui sont proposés, les savoir-faire, les personnalités, les valeurs ajoutées que ça peut apporter, et d'aller sourcer vraiment tout le monde. Une fois qu'on a sourcé, après on trie. Si vous n'avez pas d'outils de gestion des recrutements de manière très basique avec un tableau Excel, comme je viens de le montrer, on peut arriver à trier. Après, c'est entretien téléphonique. Après, c'est face à face, test de personnalité.
avoir un regard tiers. C'est toujours bien de ne pas avoir son simple jugement d'une autre personne. Vous êtes au préalable, fait un job description canvas comme ça, vous voyez si les valeurs sont compatibles et tout ça. Prise de référence. Et il peut y avoir, si le poste le permet, une mise en situation. Pareil, pour éviter des erreurs des deux côtés. Et on vérifie bien. On ne dit pas tout et n'importe quoi sur des micro-détails, sur tiens, je recrute un commercial, vous aurez une voiture de société, une voiture de fonction, on se trompe dans le mot, le commercial vient et s'attend à une voiture de fonction, puis c'est une voiture de société, et forcément, ça mine son moral, il n'ose pas le dire, et puis il s'en va ailleurs, et ça crée des problématiques. On continue, ceux qui se déconnectent, je vous souhaite une bonne journée. Quelle est la question clé selon vous lors d'un entretien de recrutement? Ah, Jessica, il y en a plein. Les techniques de questionnement, déjà, c'est de se mettre en empathie à outrance, de se mettre à la place d'eux et de se dire, tiens, est-ce que j'aurais fait le même choix que lui ou qu'elle à ce moment-là? Et on a les fameux, on peut, si les 5 pourquoi, on va dire, tiens, pourquoi vous avez fait ce choix-là? Et puis la personne va vous répondre, j'ai fait ce choix-là parce que si. Et vous reprenez le dernier mot, et pourquoi si? Et pourquoi si? Et avec 5 pourquoi, vous allez remonter à la racine sous ces techniques de base, mais qui sont très intéressantes sur des managers qui n'ont jamais passé d'entretien de recrutement. Et ensuite, la question clé, parce qu'après, vous avez le b.a.-ba sur lesquels ils sont tous préparés, et les fameux 3 qualités, 3 défauts, il ne faut surtout pas la poser, parce que ça pourrait montrer que vous n'êtes pas mis à jour sur les techniques de questionnement. Ce que j'aime bien voir aujourd'hui, c'est poser des questions sur, par exemple, la manière dont les personnes, leur appétence pour les réseaux sociaux. Vous pensez quoi des réseaux sociaux aujourd'hui? C'est ouvrir des mini-débats pour voir en fait ce que la personne pense, ressent. Parce que sur les réseaux sociaux, on va voir en fait si la personne a des connaissances d'ordre digital, est-ce qu'elle utilise des outils, qu'est-ce qu'elle pense de Facebook, d'Instagram, de Snapchat, de choses comme ça. Et la personne va se plonger dans la vraie vie et va vous donner son avis, son positionnement, et vous allez pouvoir déjà voir pas mal de choses. Ne pas oublier que les questions clés, les questions tout court doivent être en relation directe avec le poste. Bonjour, vous parlez de la formule au succès qui semble has-been. Comment imaginez-vous le cabinet de recrutement du futur? Merci pour votre réponse. Oui, alors quand je dis has-been, c'est simplement formule au succès, c'est pas forcément has-been, c'est que ça crée des déviances que je trouve waouh. Une des premières déviances, par exemple, vous commencez à recruter pour l'entreprise, OK, il veut tel poste, vous trouvez des candidats, donc vous passez des annonces, vous voyez du monde, puis vous appelez l'entreprise pour dire, tiens, j'ai quelqu'un à vous présenter. Et là, l'entreprise vous dit, ah, mais on ne vous a pas dit. En fait, on a recruté quelqu'un en interne. Ah mince, ben oui, ils ne vous ont pas dit, parce que comme ils n'ont strictement rien payé, c'est uniquement au succès, ils ont oublié de communiquer avec vous. Et ça, je l'ai vu, mais je ne sais pas combien de fois. Donc, pour moi, le cabinet du recrutement du futur et surtout le recruteur du futur, c'est quelqu'un qui aura de l'intelligence artificielle pour l'aider, pas pour le remplacer, pour l'aider. J'entends bien, je prends l'exemple d'Amazon qui a digitalisé tout l'ensemble, qui a fait mourir les petits commerces, et puis là, il est en train de réouvrir des magasins de proximité, de manière différente, mais avec des humains dedans qui vont conseiller sur les rayons. Eh bien, le recrutement, on est allé très très loin avec les robots, on se réfugie derrière nos écrans. Aujourd'hui, vous allez dans un cabinet, vous toquez à la porte sans rendez-vous pour juste laisser votre CV. Eh bien, on va vous dire, allez sur notre site pour mettre votre CV. Alors qu'avant, je me souviens, on passait boire des cafés avec des recruteurs pour discuter avec eux. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, on est allé loin avec les robots, les algorithmes, le tri, l'intelligence artificielle. On a oublié l'humain et on va faire un petit retour, à mon avis, en arrière. Que ces outils-là nous servent pour augmenter nos forces et non pas nous remplacent. Donc, plus des cabinets qui vont amener de la transparence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne voit pas d'où ils sortent les CV, on ne sait pas d'où ça vient, on ne voit pas le travail qu'ils ont fait, tout ça est très opaque, mais c'est culturel et c'est dans l'histoire des cabinets. Donc, c'est amener de la transparence, réguler les prix, et puis derrière, remettre de l'humain dans le process et se servir de l'intelligence artificielle, des outils pour être plus fort et non pas à la place d'eux. Je ne sais pas si Marie-Laure, j'ai répondu à votre question. L'impact positif d'un profil LinkedIn est-il pertinent chez un recruteur? Oui, clairement, surtout dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec la pandémie. LinkedIn est monté en flèche
Et forcément, on va regarder, c'est le côté digital, quoi. Sauf si vous allez travailler dans le bâtiment, ça n'aura aucune influence, sauf si ce sont des maîtres d'œuvre et qui veulent se digitaliser et montrer leur appétence là-dessus. Mais sincèrement, aujourd'hui, quelqu'un qui soigne son profil LinkedIn, qui comprend l'algorithme LinkedIn et qui va régulièrement et qui le travaille, est au courant des opportunités et il se rend visible, surtout des recruteurs, il ne passe pas à côté d'opportunités. Je jongle entre les deux. Pourquoi vous correspondez au poste? Sur quoi faudra-t-il vous accompagner? Oui, ça peut être tout à fait des questions. Merci. Quelles sont les applis que vous utilisez le plus sur votre téléphone? Exactement, sur le téléphone, je pose des questions parce que le choix du téléphone, par exemple, on dit beaucoup sur la personne. C'est assez marrant. Les personnes qui sont ultra connectées, digital à outrance, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, hein, mais vont avoir le dernier téléphone ou vont expliquer, tiens, je suis sur Clubhouse en ce moment, j'ai pris un iPhone. Inversement, d'autres qui ont un téléphone tout simple parce qu'ils disent non, mais moi, les réseaux sociaux, ça m'agace, j'y vais une fois par semaine pour ci, pour ça, je ne suis pas pour Facebook, qui capte mes données et tatati. Et encore une fois, ce n'est pas bien ou mal, mais ça en dit beaucoup sur la personne. Pour vous, que doit-on savoir faire pour bien recruter? Eh bien, c'est ça, c'est déjà éviter tous les biais. Tous les biais, pour savoir bien recruter, il faut éviter tous les biais et rester factuel au maximum, poser des questions qui sont en rapport uniquement avec le poste et ne pas rentrer dans l'affectif là-dessus et respecter toutes les phases d'un recrutement. Comment réagir si un candidat sélectionné ne se présente pas à l'entretien de recrutement? Ça arrive de plus en plus. C'est assez hallucinant. Moi, je le relance une fois, deux fois, et je vois s'il y a crédibilité ou pas sur l'absence. S'il n'y en a pas, je passe. C'est-à-dire que dans le doute, comme mes anciens recruteurs, mentors me disaient, il n'y a plus de doute. Il ne faut pas forcer le destin si la personne, à un moment donné, vraiment pas motivée, ne se montre pas. Voilà. Dans quel outil de process de vente quel outil intégrer dans le process de vente pour aller plus vite? Nous, on a des outils. Donc, on a regardé un peu, on s'est fait nos propres outils avec MyBoss et on partage avec les entreprises avec qui on recrute notre outil pour que justement il y ait de la transparence et qu'ils voient tout ce qu'on fait et ils peuvent agir sur l'outil là-dessus. Les outils intégrés dans le process de recrutement. Vous avez pléthore, vous avez plein de startups qui se créent depuis quelques années un peu partout. Après, c'est encore une fois, il ne faut pas oublier l'humain. Je ne vais pas répondre là, parce que je vois qu'il est déjà 10h55, mais Delphine, à l'occasion, je reviendrai vers vous là-dessus. LinkedIn, c'est l'outil incontournable, Magali. Tout à fait, ça le devient. C'est fou. S'il y a un truc à faire, c'est comprendre l'algorithme de LinkedIn aujourd'hui pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Je lui ai écrit un mail pour savoir s'il va bien, un seul relance, s'il répond OK, droit à l'erreur, sinon j'écarte tout à fait. Je vois même des entreprises qui ont souscrit par exemple des entretiens vidéo. Je ne vais pas citer les noms, mais c'était Easy Recruit, Visio-Talent ou autre, mais vous pouviez... en fait, les candidats, certains ne voulaient pas se filmer, puis pour trier les candidatures, c'est un peu long de regarder toutes les vidéos. Donc, certaines boîtes qui avaient quand même souscrit un peu l'abonnement, voyant le temps qui passait devant les vidéos, mettaient cet outil de côté et puis disaient tous les candidats qui ne se présentaient pas, envoyaient un mail en disant c'est ta dernière chance, tu réponds aux questions en vidéo, sinon au revoir. Donc voilà. Très bien, je vois que ça baisse, on est passé de 60, 70 à 40 personnes. Je vous propose de continuer derrière en se connectant sur LinkedIn et d'échanger, pourquoi pas. Derrière, je vous fais suivre tout ça. J'ai adoré vos questions. Ça fuse dans tous les sens, ça a même débordé sur l'entretien de recrutement. Donc, je vous inviterai sur le prochain webinar. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Merci tout le monde. Je ne vais pas citer tous les prénoms. C'était top. Jack. C'était génial. Je mets le replay en route à disposition. On parlait de LinkedIn. N'hésitez pas à venir vous abonner à la page LinkedIn Me and My Boss. Ça fera plaisir à toute la team comme qu'on a à Rennes. Océane, Marine, Bastien, qui œuvrent tous les jours sur le réseau Me and My Boss pour justement casser les codes du recrutement et qu'on mette un peu plus d'humain avec du digital et pas à la place. Merci, bonne journée à vous, à bientôt. Au revoir. Hop.